Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Le Point, un numéro qui sera plus consacré sur la coalition Front commun pour le Congo Cap pour le changement. Et c'est une coalition entre ces deux plateformes politiques. Survivra-t-elle face aux soubresauts politiques à venir? Nous tenterons de trouver des réponses avec M. Freddy Mulumba Kabouaï. Il est directeur général adjoint à la radio-télévision nationale congolaise, directeur général du magazine Renaissance africaine, ancien administrateur, directeur général du groupe de presse Le Potentiel, et c'est un écrivain, auteur de plusieurs articles, dont L'Afrique et l'ordre néolibéral planétaire, édition universitaire européenne 2018, La République démocratique du Congo face au complot de balkanisation et d'implosion Kinshasa, ICREDS, 2013, coécrit avec Kakwenda Mbaya et Mukoka Senda. Et ce livre ici, cet ouvrage intitulé Réflexion sur la responsabilité intellectuelle dans la crise en République démocratique du Congo, un ouvrage préfacé par Kamana et publié dans l'Harmattan. Bienvenue, Monsieur Mulumba. Merci. FCC Cash, est-ce réellement une coalition? Oui, je pense que ça ne se discute pas. C'est une coalition parce que ça existe. Coalition contre nature. Non, ils se sont mis ensemble pour un objectif très clair, c'est sauver le Congo. Sauver le Congo face aux menaces extérieures, face même aux menaces intérieures, parce que le Congo risque d'imploser. Voilà pourquoi FCC s'est mis ensemble. Oui, mais selon certains observateurs, c'est vraiment une coalition de contre nature. Parce que avoir le passé de l'UDPS et celui du Front commun pour le Congo ne pouvait même pas. Donc c'est une nouvelle expérience au monde, pratiquement. Oui, je pense, pour répondre à ceux qui pensent ainsi, je voudrais soulever au moins 5 points pour expliquer comment une transition politique ou bien une transition démocratique peut réussir. Parce que nous ne sommes pas les seuls. On n'a pas inventé la roue. Il y a eu 3 cas, 3 grands pays que je vais citer. Mais avant que j'aborde ces 3 cas, je commence par les points qui sont les plus importants pour que notre peuple, nos élites comprennent où se trouvent les véritables enjeux. Le premier point, le succès et l'échec, ou l'échec d'une transition politique ou bien démocratique dépend de la qualité des élites. Deuxième point, la politique n'est pas une lutte entre le bien et le mal. C'est un combat entre les préférables et les détestables, un combat douteux. Ça, c'est Raymond Aron, qui est un grand penseur, philosophe, sociologue, politique. Donc il n'y a pas d'un côté les biens, les anges, d'un côté les démons. Il y a ce qui est préférable, ce qui est détestable. Et le troisième point, c'est ceci, les crises sont inhérentes à la politique. Tout dépend de la manière de les résoudre. Quatrième point, l'ordre international libéral, l'ordre mondial libéral est en crise. Il y a un nouvel ordre qui se met en place, ce qu'on peut appeler la géopolitique du XXIe siècle. L'ordre géopolitique du XXIe siècle est en train de se mettre en place. Et le cinquième point, le Congo, c'est un enjeu géopolitique et économique depuis 1885. Ce sont les 5 points que je préfère que nos compatriotes comprennent où est-ce que nous partons. Et pour comprendre, faire comprendre à notre peuple, à ceux qui nous suivent, je prends 3 cas. Vous avez 3 pays qui ont connu des transitions politiques, tout comme transition démocratique. Il y en a 3. Vous avez le premier pays, c'est la Russie. Il y a eu en 1919-18 jusqu'à 1921, quand on a créé, comme on appelle ici, l'Union soviétique, avec tous les communistes, avec les Lénine. La Russie était dedans. Donc ce sont des Russes qui étaient comme les noyaux
pour arriver à créer l'Union soviétique. Mais l'Union soviétique, l'URSS est arrivée à sa fin. À cause du déclin, Gorbatchev, qui était président, a démissionné. Il a déclaré la fin de l'Union soviétique. Et c'est de là, Boris Eltsine est sorti jusqu'à ce que la Russie était apparue comme une puissance. Il y a une Russe, Hélène Carrère-Dankos, qui est spécialiste de la Russie, qui a publié un ouvrage à ce sujet, La chute de l'Empire soviétique, 6 ans qui ont changé le monde. Hélène explique pourquoi la Russie est partie d'un état barbare où il y avait toujours des morts, des guerres, toujours tout ce qui est un peu chaotique, vers un état civilisé. Donc l'Union soviétique vers un état, vers la Russie. Il a donné 3 points importants. Le premier point, c'est la qualité, ou bien la personnalité remarquable de Boris Eltsine. Donc la qualité du leader. Du leader. Le leadership était très fort. Et deuxième point, c'est la qualité des élites qui entouraient Eltsine, qui donnaient positions ou bien des visions, des décisions à prendre. Il n'était pas seul. Et troisième élément pour Hélène Carrère-Dankos, c'est la qualité du peuple russe, très instruit, très courageux, qui a connu des passés douloureux et qui ne voulait pas revenir encore au chaos. Voilà ces 3 éléments qui ont fait que la Russie a connu ce qu'on peut appeler une transition vers un État civilisé. Le deuxième cas que je prends, c'est le cas de l'Espagne. En Espagne, vers 1975, Franco, qui était un dictateur, est décédé. Et pendant cette période, les militaires qui étaient les socles même du pouvoir de Franco ont préféré faire appel au roi Carlos. Jean Carlos, oui. Jean Carlos est arrivé à mettre en place un système démocratique, un processus. Mais comment les Espagnols sont arrivés à ce niveau-là? Il y a eu un compromis politique entre la dictature. Donc, quand on dit la dictature, les partisans de la dictature, c'est les militaires et les politiques, les partis politiques, bien les civils. Dans ce compromis politique, ils ont décidé de ne pas toucher à l'armée, à la police, de ne pas les poursuivre. Et on a demandé aux militaires et à l'armée de ne pas s'immiscer dans la politique. Et pendant cette période, le civil, les partis, les hommes politiques mettent en place un système qui permet que les processus démocratiques aboutissent. Donc mettre des règles et des principes. Mettre un peu un système électif. Ils sont arrivés et aujourd'hui, vous avez vous avez les Royaumes d'Espagne démocratiques. Mais prenons si Juan Carlos avait pris une décision contraire de soutenir la dictature. Donc, il n'y aurait pas une démocratie en Espagne. Voilà l'importance du leadership éclairé. Le dernier cas, c'est l'Afrique du Sud, sur notre continent. Avec la fin de l'apartheid, Mandela, qui représentait l'ANC, qui a fait plus de 28 ans de prison, et vous avez en face le pouvoir de Klerk, qui était un pouvoir blanc, mais qui voulait négocier. Comment il pouvait s'en sortir dans cette situation? De deux côtés, on a exclu tous les extrémistes, noirs et blancs. Donc, les modérés ont fait une coalition entre Mandela et de Klerk. Ils se sont entraînés pour que la coalition ne puisse pas s'effondrer. Voilà, aujourd'hui, vous avez une Afrique du Sud stable et démocratique. Donc, si je prends ces éléments, c'est pour que nos populations et notre classe politique comprennent on n'a pas inventé la roue. Il faut s'inspirer des autres pour éviter qu'on connaisse ce qu'on a connu. Donc, si je comprends bien, la RDC se situe maintenant au croisement de l'histoire. Oui. Présentement. Je pense que les Congolais ont leur destin en main.
Quand je dis Congolais, c'est d'abord les élites, parce que ceux qui font la politique, ce n'est pas la rue. Les élites congolaises ont leur destin en main. Voilà pourquoi il faut faire appel à l'histoire. On sort de la colonisation. Il y a Lumumba qui est devenu Premier ministre, Kasavubu, président de la République. Les services occidentaux entrent en danse en manipulant ces gens qui étaient dans l'entourage de Lumumba, et dans l'entourage de Kasavubu. Résultat, la crise éclate. C'est ce que les autres cherchaient. Et quand la crise a éclaté, Mobutu a pris les pouvoirs avec les commissaires généraux. Et on a vu que Lumumba et Kasavubu étaient tous écartés. Et c'est en 1965 que Mobutu a confirmé son pouvoir avec le soutien des multinationales et des puissances occidentales. Voilà l'importance de l'histoire. Et quand il y a des choses qui ne vont pas dans notre société congolaise, demandez aux historiens pour essayer un peu de tirer des leçons. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a rencontré son prédécesseur, Joseph Kabila Kabange. Est-ce que ça valait la peine aujourd'hui face à tout ce qu'on voit dans cette coalition? Je pense que ça valait la peine parce qu'on a l'impression que notre classe politique n'est pas mature. C'est-à-dire? Et ce n'est pas pourquoi elle fait la politique. On ne fait pas la politique pour manger. Ici, il y a de deux côtés. Ceux qui pensent qu'on a arraché les buts, ils étaient au pouvoir, ils mangeaient, ils décidaient. Et de l'autre côté, vous avez ceux qui disent c'est maintenant notre tour aussi pour manger. Voilà l'affrontement. Et parce que dans l'imaginaire congolais, qui dit la politique, dit la mangeoire. Donc c'est là où il y a un problème. Maintenant, je pense que tout dépendra de ces deux leaders. L'ancien président Kabila, le président Félix Tshisekedi aujourd'hui. C'est les leaders qui peuvent montrer la voie. Comme des clercs qu'a démontré, des clercs que Mandela ont fait pour l'Afrique du Sud. Vous savez, la politique, ce n'est pas la religion. Quand on dit politique, on dit d'abord pouvoir. Là où il y a des pouvoirs, il y a les conflits, parce que tout le monde va accéder. Et pour apaiser ces conflits, il faut qu'il y ait des négociations. Et ces négociations doivent aboutir à un compromis. Dans les compromis, on va mettre des règles, des principes pour tout le monde. De façon que ça soit tous les belligérants doivent apprendre à respecter les règles. Voilà comment une société politique fonctionne. Mais généralement, dans la culture congolaise, on n'a pas ça. On a, comment est-ce que je peux appeler, on pense qu'on doit gagner tout. Ce qu'on appelle, il y a un truc en sciences politiques qui m'échappe, quand ça va venir, je vais expliquer. Donc, la politique est conçue comme où on perd tout, ou on gagne tout. Or, quand on a cette mentalité de gagner tout pour toi-même, et l'autre en face perd, voilà pourquoi la violence refait surface. Voilà pourquoi les gens qui étaient habitués à décider seuls, à manger seuls, et les gens qui ont fait longtemps dans l'opposition, ils disent maintenant, tant on a vu ça, et coquille. Voilà l'affrontement. Maintenant, si l'ancien président Kabila et le président Tshisekedi sont beaucoup plus sages, ont l'essence de l'histoire, je pense qu'on va aboutir à un processus démocratique. Mais ce qui pourrait encore demander au Congo de faire un plus, c'est parce que l'État a disparu. Parce que généralement, les gens parlent de démocratie, bonne gouvernance. Ils oublient que tout ça, le socle, c'est l'État. Et quand on dit l'État, il y a des piliers. Des trois grands piliers de l'État. Vous avez l'armée, vous avez l'administration, vous avez la justice, et d'autres qu'on peut ajouter. Quand vous n'avez pas ces trois piliers, ça pose problème. Voilà dans notre cas. Oui. Mais M. Mulumba, est-ce que, parce que chaque parti se lance des flèches, des colibés, mais est-ce que ces disciples-là ne jouent pas le jeu de leur leader? Ils ne disent pas tout haut ce qui se disent tout bas?
Non, je pense qu'il y a un problème de culture politique. L'élite politique congolaise n'a pas une culture politique, je dirais, n'était pas socialisée, parce que il faut que les gens, au niveau des partis politiques, qu'il y ait une certaine éducation. Si vous prenez les militants du PPRD et les militants de l'UDPS ou bien des CACH, vous leur posez la question, vous êtes différents où? Ils ne savent pas. Donc, c'est le moment aujourd'hui que les partis politiques, les partis politiques jouent leur rôle. Ça signifie éduquer, former les militants et apprendre à faire le débat au sein de leur propre parti. Que ce soit au PPRD, que ce soit au CACH, que ce soit chez l'IDPS, tout comme INC, tout ça. Il faudrait qu'il y ait un débat à l'intérieur. Il faut qu'il y ait des structures. Le problème ici est que les partis sont incarnés par des individus. Il n'y a pas de structure comme telle. Parce que quand il y a des conflits qui peuvent écarter, donc il y a des débats, il y a des problèmes, on peut commencer à résoudre au niveau de structure avant que ça arrive au niveau de leader. Mais ici, qu'est-ce qui se passe? Comme il n'y a pas de structure, il n'y a rien, chacun est dans les médias. Chacun parle comme il veut. Voilà ce qui est à la base de la crise. Parce qu'il n'y a pas une vision claire, il n'y a pas, je dirais, une éducation politique au sein des partis politiques, que chacun se prend le courage ou bien prend la décision d'aller à la télévision, donner son point de vue, alors qu'il ne représente pas les partis. Donc il faut qu'il y ait un peu une discipline au niveau de chaque parti, que ce soit au CACH, que ce soit au FCC. On ne peut pas parler en dehors, donc, les militants ou bien les cadres, sans que la décision soit prise au niveau de la coalition. Donc, quand toi tu vas parler, un porte-parole, il ne parle pas pour lui, il parle pour la coalition. Comme ça, on peut éviter que les semeurs de troubles, qui soient à l'étranger, profitent pour créer des désordres au pays. Est-ce que vous pensez que la décision prise par ces deux hautes personnalités de mettre en place un cadre permanent de concertation est une solution pour éviter tous ces malentendus? Mais ce qui est normal. Il faut parler à tout moment. Il faut négocier. Je dis, ce qui se passe, c'est parce que se passe dans notre culture, nous ne sommes pas habitués à des crises. Il y aura des crises plus graves que celle-ci. Donc, il faut déjà... Vous êtes un prophète de malheur, là. Ce n'est pas question de prophète de malheur. Je dis qu'il y a où il y a la politique, là où il y a le pouvoir. Les crises ne manquent pas. Il y a des conflits. C'est que ça va créer des crises. Il faut que les gens soient capables de les résoudre. Donc, il faut se préparer qu'il y aura des crises plus graves que celle-ci. Mais tout dépendra maintenant de la qualité des élites, des leaders. Quand la crise éclate, comment est-ce qu'on peut la résoudre? Ce qui manque ici. Donc, il faut se préparer, mais aussi former des gens quand il y a une crise qui doivent parler. Et tout ça, ça doit aussi, on doit faire aussi appel aux médias. Il faut des médias responsables. Mais comment faire, parce que les médias traditionnels aujourd'hui sont envahis par les réseaux sociaux et d'aucuns estiment même que les médias traditionnels vont disparaître. Mais comment gérer ces problèmes dans les médias traditionnels? Non, je ne pense pas que ça va se disparaître parce qu'il faut être professionnel pour traiter l'information. Mais il faut que les médias connaissent aussi l'imitation. Donc, ils intègrent un peu cette révolution numérique de nouvelles technologies. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, ce sont les réseaux sociaux qui font l'actualité. Ici, chez nous, tous les détournements de fonds, même les pressions qu'on a fait sur le gouvernement, ça ne vient pas des médias traditionnels. Ce sont des réseaux sociaux qui ont dénoncé. Et aujourd'hui, on voit les résultats. Ça signifie que les médias traditionnels doivent connaître une certaine limitation. Ça signifie qu'il faudrait que ces médias s'adaptent aux nouvelles technologies. Vous donnez l'information, ça ne sert à rien de se taire, parce que même si vous ne parlez pas, tout le monde est au courant. Vous donnez l'information, vous faites appel à des spécialistes qui doivent expliquer pour que les médiocres ne récupèrent ça dans les réseaux sociaux. Parce que regardez généralement dans nos réseaux sociaux qui interviennent. La question qu'on devrait se poser, pourquoi ces gens qui ne sont pas à la hauteur, qui ne sont pas spécialistes, sont écoutés par l'opinion et par la population? C'est parce qu'il y a un vide. Que faire? Vous êtes dans les médias traditionnels, il y a des professionnels. Vous continuez à travailler comme d'habitude, mais vous vous intégrez aussi dans les réseaux sociaux. Par exemple, des images, des débats, des tweets, de façon que si les gens veulent savoir ce qui se passe réellement, s'ils n'ont pas suivi la télévision, ou bien la radio, ou bien la presse écrite, ils vont dans les médias sociaux, ils se retrouvent.
Mais quand vous vous taisez, on sait qu'on a volé l'argent, on a détourné l'argent. Vous avez peur de parler. Vous pensez que vous censurez l'information. Alors que les médias sociaux, qui n'ont pas de contraintes, donnent l'information. Donc, les médias traditionnels risquent de perdre la crédibilité. Donc, pour retrouver cette crédibilité, il faut qu'on devienne à des médias professionnels. Ça signifie donner les faits, analyse, commentaires et orientation. Comme ça, vous allez casser tous ces médiocres qui pullulent dans les réseaux sociaux. Il n'y a qu'au Congo qu'on voit ça. Mais dans d'autres pays, quand il y a des questions politiques, des questions de société, questions qui touchent à la nation, il y a des endroits où on peut discuter. C'est d'abord dans les médias officiels et d'autres médias connexes. Ensuite, les débats au Parlement. Mais vous ne faites pas les débats au Parlement. Le peuple est libre, il peut récupérer ces débats. Mettre ces débats sur la place publique, c'est ce qui se passe maintenant. Et quand il met sur la place publique, il est difficile de savoir où se trouve la vérité. Parce que ces gens n'ont pas de compétences. Et puis, deuxièmement, c'est un média où n'importe qui peut raconter ce qu'il veut. Et n'oubliez pas que les services secrets, services secrets étrangers travaillent pour créer cette confusion. Donc, si vous avez les élites, l'issue intelligente, c'est dire, nous tous, on entre dans les réseaux sociaux. Mais cette fois-ci, avec des compétences. Une crise éclate aujourd'hui, on a détourné de l'argent. Vous faites le travail, vous le mettez dans les réseaux sociaux. Quand la population veut savoir, dans toutes les langues, quand la population veut savoir ce qui s'est passé, tel journaliste a dit. Mais aujourd'hui, on ne parle pas des journalistes, on parle des non-journalistes. Et pourquoi les non-journalistes ont pris la hauteur par rapport aux journalistes? C'est la question de fond qui mérite d'être débattue, même au niveau des médias. Prenons aussi la forme de cette rencontre-là, la dernière rencontre entre le président Félix Tshisekedi et son prédécesseur. Le président Tshisekedi était entouré de ses collaborateurs. Son prédécesseur était venu seul. Quelle interprétation on peut donner à tout ça? Non, je ne pense pas qu'il y a une interprétation à donner, mais on a vu généralement, il est souvent accompagné de Némi. C'est Némi qui est le coordonnateur du FCC. Mais Némi n'est pas sur place, il est à l'Est. C'est ce qu'il peut expliquer. Il soit seul. Mais généralement, moi, je ne vois pas un problème comme tel. Donc, ce n'est pas question de manque de confiance envers les collaborateurs, non. D'aucuns estiment que le président Kabila n'a plus confiance à ses collaborateurs. Il pense même à changer et à renouveler la classe politique par rapport à ça. Non, c'est ça le problème chez nous. Il y a toujours des rumeurs. Je pense que le président Kabila, il avait prononcé une phrase peut-être qui est passée inaperçue. Il a fait l'interview avec Le Soir de Claude Brackman. Et dans cette interview, il a dit qu'il n'est pas parvenu à changer les Congolais. C'est un peu son regret. L'homme congolais. L'homme congolais. Mais heureusement qu'on ne l'a pas changé. Donc c'est ce qui se passe, ce qui est vrai. Notre classe politique laisse à désirer. Ça, c'est une vérité. Il ne faut pas encore mâcher les mots, tout le monde laisse. Il faut vraiment renouveler. C'est voir ce que l'ancien président Kabila a dit et savoir comment il faut remédier. Il y a un problème dans notre classe politique. Il y a aussi un problème parce qu'apparemment l'opinion ne croit pas à la coalition. On voit beaucoup des mouvements citoyens, comment il appelle le pasteur Mukuna pour ne pas citer son nom, avec son éveil patriotique, qui milite pour la dissolution de la coalition. Il y a un problème, mon cher ami. La difficulté ici est que tous ces gens qui font du bruit, est-ce qu'ils donnent des solutions? Et s'ils donnent des solutions, lesquelles? Si ces gens font du bruit, c'est parce qu'il y a un vide. Le vide se situe à quel niveau? Au niveau des élites, les élites ont démissionné parce qu'ici, tout le monde attend avoir un petit poste. Tout le monde se cache. Soit il a peur, s'il va parler, on dit non, maintenant tu soutiens le gouvernement ou bien tu soutiens la coalition, tu n'auras pas de visa. C'est le problème de notre élite. Il y a des gens qui connaissent, ils ne veulent pas parler. Par peur de perdre des privilèges. Voilà pourquoi les non-initiés émergent. Voilà pourquoi notre population les écoute.
Si les débats étaient faits par de véritables élites, des spécialistes, je ne pense pas qu'on allait dire sur l'opinion, parce que la politique n'est pas faite par tout le monde. La politique, c'est une affaire des élites qui comprennent les enjeux et qui ont quand même certaines compétences. On ne peut pas prendre une question économique, lui donner à quelqu'un qui a fait les mathématiques, pardon, qui a fait par exemple la géographie. On ne peut pas prendre une question constitutionnelle pour demander la solution à un théologien. Ça pose un problème. Donc il faudrait qu'on arrive à une division du travail dans notre société. On ne peut pas tout connaître. Ceux qui ne veulent pas de la coalition disent que jusque-là, une année après le pouvoir, l'arrivée à la magistrature suprême du président Félix Tshisekedi, rien n'est fait, il y a trop de détournements. Le système tant décrié est toujours en place. Aujourd'hui, M. Mulumba, pourquoi les Congolais doivent croire en la coalition FCC? Non, ce n'est pas question de croire. Qu'on le veuille, il faut que ce pays soit stable. Pour que ce soit stable, il faudrait que les élites qui gèrent l'État sachent faire la part des choses entre leurs intérêts privés et les intérêts de la communauté ou bien les intérêts de l'État. Vous avez suivi l'histoire de saute-mouton. Ça fait trop de bruit. Ce débat ne vient pas des médias traditionnels. Ça vient de la population. Ça prouve qu'il y a une nouvelle donne qui apparaît. Le peuple a récupéré son pouvoir. Mais normalement, quand le peuple récupère son pouvoir, ce sont des élites qui doivent canaliser les revendications du peuple, bien de la population. Malheureusement, les élites ont démissionné. Voilà pourquoi le peuple s'embrouille. Donc, c'est une nouvelle donne de voir que le peuple dans la rue, il réclame des changements, il réclame des sanctions. Maintenant, il faut que les élites reprennent, comme on a fait, c'est déjà une bonne chose. La justice fait son travail. Maintenant, il faut que les médias fassent son travail. Donc, que les médias fassent leur travail. Ça signifie que c'est suivre les informations. Chaque jour, vous devez être au tribunal. Écoutez ce que les magistrats disent sur ces dossiers. Et rapporter à notre peuple. Mais nos journaux, nos télévisions sont ailleurs. Voilà pourquoi les non-initiés qui parlent dans des médias, dans les réseaux sociaux, sont bien écoutés. Si ces dossiers étaient mis sur la place publique, dans les médias officiels, qui suivent les procès, on est à quel niveau? Les enquêtes. Je ne pense pas qu'on écoutera d'autres personnes que faire alors avec les lignes éditoriales de ces médias aussi? Ça pose aussi problème. Moi, je pense qu'on a hérité d'abord quelque chose du parti État, l'autocensure. On oblige personne de se taire. Mais chacun de nous a peur. Si je parle ainsi, je perds mon emploi. Si je parle ainsi, je n'aurai pas tel avantage. Que faire? Il faut se taire. Ce signifie qu'il faut que les journalistes reprennent leur travail des professionnels. Parce qu'on n'a pas beaucoup de gens d'investigation ici. Il faut les former. Quelqu'un qui a maîtrisé les droits, avec tous ces dossiers de saute-mouton et autres, un juriste va s'y mettre. Avec un économiste, comment on passe les marchés. Il faut des explications. Mais ce n'est pas le cas. Nous sommes, les journalistes commencent à se comporter comme des politiciens. Voilà les drames. Et quand ils se retrouvent à la télévision, ils font du bruit. Et le peuple est désemparé. Et quand vous cachez la vérité à la télévision nationale, tout comme dans toutes les radios privées, mais dans les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, mais quelqu'un part, mais tout le monde le connaît. Mais ça serait une confirmation. Maintenant, vous servez à quoi en tant que média? Vous perdez votre temps. Le monde est en train de basculer. Il faut basculer avec ce monde. Mais à Kinshasa, si nous voulons, parce qu'on parle de changer la classe politique, il faut aussi changer les médias. Il faut aussi recycler nos journalistes. Généralement, ils passent tout le temps à incriminer notre État, à incriminer ceux qui sont à l'intérieur, mais ils ignorent ce qui se passe à l'étranger. Donc, les tireurs de ficelles, c'est rare de voir dans notre presse critiquer l'Occident, critiquer la soi-disant communauté internationale. Tout le monde a peur. Pourquoi? Donc, il faudrait que les journalistes reviennent à leur travail. Mais apparemment, M. Mulumba, en fait, c'est comme si vous trouvez la faute plus à l'étranger, mais ici au Congo, nous sommes des Congolais.
nous avons aussi un mot à dire, mais pourquoi fustiger seulement, dire toujours qu'il y a une sorte d'ingérence étrangère? Prenons le cas, un militaire qui détourne la solde des soldats et on l'arrête, on le suspend. C'est aussi une ingérence? Vous savez, la politique est très complexe. Vous pensez, si ces pays étaient indépendants, je dis véritablement indépendants, gérés par des Congolais pour le Congo, est-ce qu'on allait laisser les gens voler? Pourquoi vous avez vu les gens à Genève avec la Moka et autres? Vous trouvez normal dans un pays où encore des élites, je dis des élites lucides, que des étrangers invitent votre classe politique à l'étranger, en Suisse, pour dire on va choisir un candidat de l'opposition. Et on trouve ça normal. Donc, j'ai dit, le fond du problème ici, pour nous, c'est la souveraineté nationale. Aujourd'hui, on vient de faire des élections. On nous a financé nous-mêmes. Je pense que pour ceux qui comprennent l'essence de l'histoire, nous avons notre destin à main. L'Occident n'a pas financé. Ceux qui sont au pouvoir ne dépendent pas de l'Occident. Ça nous maintenant de décider qu'est-ce que nous voulons faire. Mais malheureusement, beaucoup de gens pensent encore Muzungu anasema. Et le Muzungu anasema, dans le blanc a changé de nature. Maintenant, c'est la communauté internationale. Elle est où? Voilà, on est en face d'une élite aliénée, qu'il faut par tous les moyens des aliéner, déformater, pour avoir notre élite qui comprend où sont les intérêts du Congo, pour défendre. Nous sommes dans un monde maintenant, je dirais un peu, nous sommes dans un monde où on peut appeler des paniers à crabes. Donc tout le monde se monte dessus. Donc si vous ne voulez pas, vous allez rester en bas. Personne ne nous empêche de nous organiser. Regarde la confusion dans laquelle nous vivons aujourd'hui à Kinshasa. Regarde les désordres, c'est anormal. Comment des élites peuvent s'accommoder à la médiocrité et au désordre? Ça, je ne pense pas qu'on nous a imposé. Nous, nous voulons là où nous sommes qu'il y ait de l'ordre. Donc c'est question de la culture, question de mentalité qu'il faut changer. On ne peut pas les changer en un seul jour. Concrètement, oui. Qu'est-ce que doit faire l'élite congolaise aujourd'hui pour changer les choses? Non, moi j'ai dit que la meilleure des choses, on ne vante pas la roue. Je viens de vous donner que là où ça réussit, c'est grâce à la qualité des élites. L'Espagne et... Oui, c'est d'abord mettre des critères. Qu'il y ait des critères pour tel poste qui paye entrer. On ne prend pas quelqu'un parce qu'il est cousin, il est frère. On prend quelqu'un parce qu'il est compétent, parce qu'en travaillant, il peut te rendre service. Ce n'est pas le cas chez nous. Donc il faut abandonner ce que je peux appeler le tribalisme et le clientélisme politique. Il faut abandonner ça. Si nous voulons demain que ce pays soit un pays stable et puissant, ça fait 20 ans de transition. Ce n'est pas si les gens se rendent compte. Il y a toute une génération qui est perdue. Il y en a qui ne savent même pas écrire. Si vous avez des élites qui ont conscience de dire, mais maintenant, qu'est-ce qui est important? On commence par où? C'est l'enseignement. Réformer les programmes des écoles, revoir les universités. Et on vient vous tromper souvent ici par des faux intellectuels occidentaux que vous allez vous développer. Avec ce qu'on vous amène, on lutte contre la corruption. Ce sont des faussetés. Parce qu'on a vu que là où il y a eu développement, que ce soit en Amérique, que ce soit en Chine, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Inde, c'est quand on a investi dans la science et les nouvelles technologies. Et quand on a investi dans l'éducation, dans la formation des universités. Comment ces gens viennent vous dire, non, vos universités sont en panne, désintégrées, et vous dites que vous avez développé parce qu'on vous amène des programmes de développement. Donc ça prouve que vous êtes en face des élites congolaises qui ne comprennent rien du tout. Voilà les élites qu'il faut des aliéner. Quand un étranger vient chez nous, il ne vient pas pour nous. Il vient pour ses intérêts. Mais quand vous avez des élites très éclairées, c'est là où on prend les cas des autres qui ont réussi, c'est parce qu'ils ont la chance d'avoir des élites éclairées. Tout ce que je peux demander aux Congolais qui sont encore conscients, c'est de s'y mettre pour que ce pays se redresse. Parce que toute l'Afrique nous attend. Toute l'Afrique nous attend. J'étais au
au Maroc. J'ai fait 1 mois. Le Maroc n'a pas de minerais à part le phosphate. Je me suis posé la question, comment un pays qui n'a pas de minerais émerge? L'économie marche bien, la sécurité et tout. Et nous avons tout. L'eau, nous avons les barrages, nous avons les minerais, mais nous sommes pauvres. Raison pour laquelle tous ceux qui dirigent doivent partir, donc pas de coalition. Non, ce n'est pas l'erreur, il faut tirer. Non. C'est ça l'erreur. Ça, c'est écouter la masse. Vous savez, quand vous commencez à écouter la masse, donc à suivre la masse, vous risquez de commettre des erreurs. Il faut que la masse vous suive. Ça signifie que vous innovez, vous donnez des informations, vous orientez. Il ne faut pas que la masse vous oriente. C'est dangereux. La masse réclame ça, il faut faire non. En politique, ça ne passe pas comme ça. Il faut savoir analyser et à tête, donc calmement la situation et trouver une solution. Quand j'étais par exemple, le cas du Maroc, là, le Maroc a des tramways. Et là, un TGV. Le Maroc, vous partez dans des déserts. Vous avez l'eau, l'électricité, qui ne se coupe pas comme chez nous. On plante, on cultive même dans les déserts. Alors que nous avons l'eau ici. La régie des eaux a des problèmes. Nous avons l'électricité, ça se coupe à tout moment. Ça prouve que notre problème, c'est la qualité des élites. Il faut à tout prix changer l'élite. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a aussi des élites dignes de ce nom? Les élites existent, mais nous avons des mercenaires. C'est-à-dire? Des gens qui travaillent pour les intérêts étrangers. Voilà pourquoi ça casse. Parce que moi, je vois très mal un Congolais qui travaille pour le Congo aller contre les intérêts de la population. Parce que la plupart des gens qui dirigent sont des professeurs d'université. Oui, ça ne suffit pas d'être professeur d'université. Ça ne suffit pas. C'est la sommité, un professeur. C'est la conscience, ce n'est pas être professeur. C'est la conscience. Nyerere, on l'appelait Mwalimu, il a fait de grandes études. Regardez où se trouve la Tanzanie. Hein? Donc, écartons cette histoire-là. Nos élites ont été formées dans l'école occidentale pour travailler pour elles-mêmes, et leurs familles, et travailler pour les intérêts étrangers. Voilà où ça claque. Là où on a des élites de mercenaires, il faut que toutes les élites de mercenaires soient mises hors d'état de nuire. Si nous voulons avoir un Congo puissant, où nous avons notre population qui vit correctement. Et comment mettre hors état de nuire ces mercenaires si la population n'est pas instruite, comme vous l'avez dit tantôt? Non, la population a le bon sens. Le bon sens a démontré, quand on avait détourné l'argent de saute-mouton, c'est la population qui est pas dans la rue. Tu as vu les élites dans la rue? Ce que c'est des élites, tu les as vus? La population a un bon sens. Mais l'élite, cette élite de mercenaires, ne veut pas servir le peuple. Parce que notre population. Donc, si nous voulons, le peuple commence à faire pression. Maintenant, il faut que les élites qui sont restées encore lucides fassent pression pour que ça change. Est-ce que... Regardez l'université de Kinshasa. Et ça, c'est une université. Enseignants impayés. Tu les vois. Quelle saleté! Vous voulez construire une société sans université? Il faudrait que ceux qui comprennent fassent pression. Parce que tous ces mercenaires qui travaillent pour les intérêts étrangers, ils ont intérêt à avoir des élites faibles, à avoir des désordres pour piller le Congo. Parce que les gens vont mettre de l'ordre dans ce pays. Chacun fera son travail. Ceux qui sont habitués à venir faire des aventures, c'est tous les voleurs là, n'auront pas de place. Mais quand il y a confusion, désordre et le chaos, ils profitent. Donc c'est là où moi j'ai dit, nous avons notre responsabilité. Personne ne nous empêche aujourd'hui de parler librement. La première chose à faire, c'est la liberté de la parole. Et quand vous avez la liberté de la parole, il faut parler. Quand quelqu'un ne fait rien, il faut le poursuivre. Chaque jour. Et créer ce qu'on appelle la masse critique. C'est comme ça que les sociétés changent. Pas attendre qu'il y ait des ONG financées par les mêmes personnes, les mêmes multinationales, qui créent des troubles à l'est du Congo et qui passent à la télévision. Oh non, était le gouvernement. Non. Il faut que le peuple prenne ses responsabilités. On n'a pas besoin des ONG qui vont nous apprendre comment il faut travailler ici. On n'a pas besoin. C'est ça notre responsabilité en tant qu'intellectuel. Quand on dit intellectuel, ce n'est pas seulement passer par l'école des Blancs. Il y a l'école africaine. J'avais pris l'exemple de Moateyav.
et d'autres chefs coutumiers. Ces gens n'ont pas fait Harvard, mais va voir comment ils gèrent leur pouvoir. Mouatia veut respecter en Angola, il est respecté en Zambie et au Congo. Mais Mouatia n'a pas une armée. Voilà la leçon. Pour nous qui avons eu la chance, ou bien la malchance, d'accéder à l'école des Blancs. Il faut aller s'inspirer là-bas. C'est ce qu'on appelle l'école africaine. Mouatia n'a jamais volé son propre empire. Pourquoi nous, qui sommes passés par l'école des Blancs, nous volons? Voilà la question de fond. Ce sera votre dernier mot, M. Freddy Mulumba. Oui, je pense que nous passons une période difficile. Ce n'est pas la fin du monde. Nous pouvons nous en sortir. Nous allons nous en sortir parce qu'on a une histoire glorieuse. Parce que les gens ont toujours oublié. Il y avait une colonisation, l'apartheid dans ces pays, avec Léopold II. Le peuple congolais a résisté. Jusqu'à ce qu'en 60, on a eu l'indépendance. Ce n'est pas tombé du ciel. Les gens ont résisté jusqu'à ce que nous sommes indépendants. Maintenant, avec l'imitation du capitalisme, parce qu'on est toujours victime du capitalisme, avec ces imitations, il faut préparer de nouvelles armes pour affronter ce capitalisme. Il n'a pas d'état d'âme. On vient, on vous tue, on pille. Ça fait 8 millions de morts. Il y a un procès où sont passés les ONG des droits de l'homme international. Ils sont où? On est tellement naïfs et nous pensons que les étrangers viendront nous faire du bien. Quittons la naïveté. Aujourd'hui, l'ennemi du Congo se trouve où? Au Congo ou ailleurs? Il faut d'abord l'identifier. Moi, j'ai dit, on a un passé douloureux. Esclavage. Et la tête négrière. Est-ce que les gens peuvent se poser la question pourquoi l'esclavage? Voilà le travail des historiens, des économistes et d'autres philosophes sociologues. Ça se fait à l'université et non dans la rue. On a eu la colonisation. Est-ce qu'on s'est posé la question pourquoi on a été colonisé? Personne n'y songe. Mais nous passons à la télévision pour faire des bruits et puis nous tuons les leçons. Ce sont des questions qui doivent être traitées à l'université. Maintenant, il y a un monde qui s'ouvre. Après 5 siècles de domination, l'Occident est fini. C'est la fin du leadership américain et la fin de l'hégémonie occidentale. Maintenant, toutes les civilisations, tous les peuples, tous les pays se préparent à prendre la place dans ce monde qui bouge. Malheureusement, quand vous regardez les télévisions africaines, ça fait pleurer. J'ai le temps de suivre la plupart des télévisions publiques, moins francophones. Mais je pleure. Je me pose la question, est-ce que nous, Africains, sommes-nous conscients? Voilà comment on nous a fait esclaves. C'est parce qu'on ne s'intéressait pas, à ce qui s'est passé dans le monde. Vous étiez ici en train... On ne s'est pas vous déplacer. Mais quand les Occidentaux sont venus en 1492 avec des armes, on nous a trompés. Est-ce qu'on ne peut pas tirer les leçons du passé? Donc le travail à faire, il faut que la vérité éclate. Nous sommes dans une société à trop de mensonges et de flatteries. Voilà pourquoi nous sommes riches, nous sommes nulle part. Il faut que les élites qui ont des choses à dire aient le courage de les dire ouvertement. Hein? Et ça dépend maintenant de nous-mêmes. Moi, je ne veux pas dire que je parle librement, je n'ai pas à dire que quelqu'un peut m'interdire. Non. Je dis, je parle, je dis ce que moi je pense être la vérité. Mais comme vous êtes beaucoup plus, nous sommes aliénés, on a peur. Si je parle, je n'irai pas en Europe, je n'aurai pas de visa. C'est ça la question. Donc on est complexé face au monde occidental. Mais le monde occidental connaît actuellement des mutations. Même chez eux, ils ont des problèmes. Il y a d'autres personnes en Occident qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe dans les pays du tiers-monde. Mais ils écrivent. Et c'est à vous maintenant, au lieu d'attendre qu'ils viennent vous aider, vous devez faire un effort pour vous aider vous-même et travailler avec eux. Pour changer la situation. Si on ne fait rien, on va nous recoloniser. D'ailleurs, nous risquons déjà avec tout ce qui est Boko Haram, qui est presque... C'est une histoire inventée pour créer des désordres et payer le pétrole en Libye. Quand il y a encore des désordres en Libye, là, il y a des entreprises qui font des affaires.
Chaque jour ici, on prend du pétrole africain, le pétrole Libyen. libyen. Ça part en Europe. Est-ce qu'il y avait les médias en parlaient? Chaque jour ici, il y a des Noirs qui meurent là-bas, les Noirs congolais, africains. Est-ce qu'il y avait un président africain parler? C'est quelle élite? Voilà le fond du problème. Vous attendez à ce qu'une télévision américaine montre des images des Noirs vendus comme des esclaves. 5 siècles après que Kofi Olomide parle, Alpha Blondy, et puis rien. Ça prouve que l'Afrique noire, je dis l'Afrique noire, n'a plus de leader. Il faut en créer. Comme dit tant de Lumumba, comme dit tant de Nyerere, dit tant de Kwame Nkrumah, Modibo Keïta. Ça manque à l'Afrique noire aujourd'hui. On a des leaders jouisseurs qui ne voient que la vie en termes matériels. Mais s'ils avaient le sens de l'histoire, c'est dire, je vais quitter cette terre des hommes, quel nom je vais laisser dans l'histoire. Malheureusement, beaucoup ne sont pas conscients. Merci, Monsieur Freddy Mulumba, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes directeur général adjoint de la RTNC, directeur général du magazine Renaissance africaine, ancien administrateur, directeur général du groupe de presse Le Potentiel, auteur, écrivain. Donc, vous avez écrit plusieurs ouvrages, dont réflexion sur la responsabilité des intellectuels dans la crise en République démocratique du Congo. Un ouvrage préfacé par Kamana et publié dans les éditions L'Harmattan. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous également, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec le même plaisir. Au revoir.